Le concept d'intersectionnalité a été introduit par l'universitaire Kimberly Crenshaw en 1989. L'intersectionnalité telle qu'elle l'a définie est une métaphore permettant de comprendre les différentes façons dont les multiples formes d'inégalité ou de désavantage se composent et qui, parfois, créent des obstacles qui sont rarement reconnus. Par exemple, une femme racisée peut être victime de discrimination en tant que femme et peut également être victime d'injustice en raison de la couleur de sa peau. Crenshaw, alors, soutient que cette femme se retrouve à l'intersection de la race et de genre. The LGBTQ+ communities have worked tirelessly for decades to achieve equality and to gain respect in society. But what about intra-community stigmatization? Les personnes de la diversité sexuelle et de genre ont une compréhension personnelle de ce que c'est que de se sentir rejetées pour être qui elles sont. Trop souvent, elles sont également victimes de violences en raison de leur identité. What's less discussed is the kind of discrimination and exclusion we experience within our own communities. We should know better, but too often, we don't. Whether it's the pressure trans people deal with for passing, or the rejection faced by people with disabilities, the LGBTQ+ communities must do better to make our spaces and our attitudes more inclusive. Audrey et Jonathan, membres des communautés LGBTQ+, ont été victimes de discrimination par d'autres personnes de la diversité sexuelle et de genre. Audrey et sa conjointe, une personne trans, ont été traitées avec irrespect et leurs voix ont été marginalisées. Alors que Jonathan a du mal à naviguer dans sa communauté tout en étant malentendant et séropositif. Their stories aren't uncommon, and they help shed a light on the double standards within our communities. Mon nom, c'est Audrey, j'ai 31 ans, je suis fleuriste à temps plein et artiste burlesque à temps partiel. Je suis pansexuelle et je suis en couple avec une femme trans depuis déjà 7 ans. On s'est rencontrés à travers le militantisme avec la grève étudiante, donc en 2011. Et puis, dans le fond, on s'est beaucoup impliqués ensemble dans les divers comités, que ce soit des comités LGBTQ, que ce soit des comités féministes. On a fait ça ensemble et puis c'est là aussi que j'ai été témoin non seulement de ces discriminations à elle, donc ce qu'elle a vécu et tout ça, j'ai été témoin de ça, mais j'ai aussi vécu certaines formes de discrimination aussi, en fait parce que je suis pas une femme blanche et par mon orientation sexuelle aussi. Donc, parce que je suis pas, parce que je suis avec une femme trans, non, ce n'est pas une phase. Non, ce n'est pas que j'aime un homme qui se déguise en femme. C'est des choses que j'ai entendues à maintes reprises. Et non, je ne suis pas une personne une personne qui est issue des diversités sexuelles, justement parce que je suis avec une personne trans, avec tous les préjugés négatifs qui peuvent venir avec. J'ai pas remarqué qu'il y avait eu des réactions particulières dans des endroits publics. Mais dans les milieux LGBT, j'ai remarqué qu'il y avait certains jugements, surtout dans les milieux LGBT. Pourquoi? Parce que ça va confronter souvent les idées qu'on se fait et les concepts qu'on se fait de l'homme et des femmes, tout simplement. Donc, de me voir accompagnée avec ma partenaire, les gens pensent que c'est une blague, c'est une comédie, on est là pour un show. C'est pas du tout le cas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est encore là. On se fait beaucoup confronter, autant d'un bord et de l'autre. C'est juste que la confrontation, elle est différente. Mais oui, c'est quelque chose qui est encore là, qui est encore présent, puis qu'il est faux de dire que c'est sécuritaire dans le milieu LGBTQ, que ce soit d'être trans ou d'être partenaire de trans. Je parle beaucoup des trans parce que justement, en ayant découvert une femme merveilleuse avec qui je vis comme ça m'a fait réfléchir beaucoup. Quand j'ai rencontré ma partenaire, elle avait, c'était durant la compétition, elle avait plutôt son identité d'homme. Donc, moi, c'est
mon premier contact avec elle, ça a été sous son identité d'homme. Mon amitié avec elle, c'était sous son identité d'homme. Donc, ce que j'ai vécu avant d'être avec elle, c'est aussi, et un peu après, parce que quand on a pris la décision d'être ensemble, je l'ai pris en connaissance de cause, en sachant qu'elle m'a fait un coming out et puis ensuite on a été ensemble. Ce que j'ai dû faire durant ce moment-là et ce que les gens réalisent pas et ce qu'il faut, je pense que c'est important d'en parler, c'est le deuil. Donc, au niveau du passing, en fait, c'est ça. Donc, quand j'ai vécu la transition de ma partenaire un peu à travers elle, il y a eu un moment où j'ai vécu un certain deuil, donc de la personne que j'avais connue avant. Parce que quand elle a fait sa transition, ou en tout cas quand elle a vécu un petit peu plus à plein sa transition, parce qu'il y avait quand même des notions économiques aussi. Se renouveler une garde-robe et puis décider d'entamer certaines transformations, ça coûte de l'argent. Donc, quand ce moment-là est arrivé, notre relation, ça faisait quand même un bon 6 mois. Et puis, j'ai vécu un certain deuil et je vous avoue que c'était une des choses les plus marquantes que j'ai vécues à travers elle. Évidemment, je ne pouvais pas lui en parler, je ne voulais pas qu'elle se sente mal avec ça. Mais c'est à travers les mots de la conjointe de Michel Blanc dans son livre que j'ai pu mettre un mot sur un sentiment, sur ce que je vivais. Et puis, c'est tout simplement ça. Et puis, la transition, puis le passing, justement, à tout prix, rapidement, mérite d'être une étape à laquelle on s'attarde. Et puis, l'idée, justement, de bousculer les gens et puis leur poser des questions aussi intimes que des questions sur les parties génitales ou autres, c'est violent. Et puis, je pense qu'à travers tout ça, c'est important de considérer le vécu de la personne et puis, de ne pas la harceler sur ses opérations, puis à savoir si elle a les moyens ou pas, ou si elle a l'intention ou pas de suivre ces chemins-là. Chacun et chacune ont leur chemin à vivre et puis il faut le respecter. Donc, dans les pistes de solution, c'est des petites capsules comme ça, justement de laisser la voix à des gens qui expriment un vécu qui est peut-être un peu différent de celui qu'on connaît, que celui qui est véhiculé à travers les médias ou dans la société en général. Cette espèce de stéréotype qu'on essaie de casser à travers ces capsules-là, je trouve ça bien. J'ai beaucoup parlé de ma partenaire, mais l'oppression et ce que j'ai vécu à travers elle, oui, mais aussi en tant que femme pansexuelle, encore une fois, où tout est mis en doute tout le temps. Et puis, parce que, bon, la pansexualité, c'est quelque chose, mon coming out, il était bisexuel, il y a une fluidité là-dedans aussi à travers le temps, mais aussi en tant que personne racisée également. Donc ça, j'en ai un peu moins parlé, mais c'est quelque chose qui demeure quand même assez présent au niveau de la discrimination dans les groupes. Donc c'est aussi toute cette écoute-là qui est nécessaire, cette communication-là. Par exemple, à travers le burlesque, quand on parlait des pistes de solutions, justement d'inclusion et tout ça, à travers le monde burlesque, il y a plusieurs compagnies et de performeurs qui font de l'entrepreneuriat et vont aller se concentrer justement à faire des shows et orienter et tout. Et moi, je participe beaucoup aux productions Vice Versa, qui met en vedette en fait des artistes queer. Donc c'est vraiment un milieu qui est inclusif, qui sont à l'écoute et puis surveiller leur prochaine production, c'est incroyable. Je m'appelle Jonathan Roson, j'ai 34 ans. Moi, je vis à Montréal. Je vis seule. Moi, je vis ici, là, à Montréal, depuis plus de 30 ans. À la Coalition SIDA des Sourds du Québec, je suis président du conseil d'administration. Donc, j'accueille les gens, j'aide les gens là, pour éviter qu'ils se retrouvent isolés, qu'ils puissent avoir du soutien, de l'ouverture, un accès à la vie. Avec la communauté sourde, bon, on se sent un peu diminué par rapport aux entendants, puis c'est difficile d'avoir des amis parce qu'ils ne connaissent pas notre culture, puis
qui qu'on est, puis s'ils nous connaissaient davantage, connaissaient plus notre culture, ben là, il y aurait peut-être plus d'adaptation. Mon opinion, c'est qu'on aurait plus d'amis à ce moment-là. Oui, c'est important parce que, surtout pour l'avenir, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Un sourd qui pourrait être transgenre, qui a de la difficulté à s'identifier, est-ce que je suis un homme, une femme et tout ça, bien, on peut l'accueillir, lui donner des références, savoir là, où il peut aller pour ne pas se retrouver isolé. Souvent, on se retrouve isolé chacun de notre côté, donc ça nous permet de se rassembler, de supporter. Bon, j'ai vécu de la discrimination là, jeune, adolescent, parce que j'étais une personne gay. Puis, bon, j'ai perdu des amis. Ensuite, j'ai eu d'autres amis. Puis, dernièrement, là, il y a 5 ans, j'ai appris que j'ai le VIH. Puis, effectivement, j'ai aussi de l'intimidation. Mon réseau d'amis a diminué. Puis, on perd à la transmission. Puis, pourtant, là, il n'y a pas de danger. Mais pour eux, c'est comme un point de vue différent. J'essaie là, d'informer puis de rendre l'information accessible pour qu'ils puissent bien comprendre et qu'on puisse avoir des amitiés. Oui, bien, pour pouvoir avoir des amis qui sont entendants, c'est plus difficile. Parce que la barrière première, c'est la communication. On s'exprime de façon différente, notre vocabulaire est différent, puis des fois, c'est de trouver quelqu'un qui a la même opinion que nous, puis c'est quand même difficile. C'est sûr que quand je rencontre des gens, bon, je vais expliquer qui je suis et tout ça. Puis à chaque fois, bien, les amitiés s'arrêtent, puis je recommence à chaque personne. Donc, j'aimerais ça, là, être capable d'avoir une amitié qui se perdure, là, parce que on ne veut pas toujours rester au même point dans notre vie. Puis par rapport au VIH, bon, c'est sûr que au début, ça a été difficile. Comment là, exprimer puis dire que j'ai le VIH sans que la personne soit sous le choc. Là, à chaque fois, il faut que je prenne le temps d'expliquer. Puis en réalité, est-ce que avoir des amis à cause que j'ai le VIH, c'est quand même difficile. Là. Souvent, l'amitié, elle dure pas longtemps à cause de ça. Il y a plusieurs personnes sourdes qui aiment la danse, la musique, mais de participer avec d'autres personnes entendantes, bien, c'est sûr que là, ça devient un peu plus gênant. Comment communiquer avec eux? Moi, ça me dérange pas, mais je vous dirais que le problème, là, c'est vraiment par rapport à la communication. Si la personne parle trop vite, je comprends pas, donc il faut qu'il ralentisse pour nous. Puis, ce qui manque un peu, c'est peut-être l'accessibilité avec via l'interprète, ou d'apprendre des signes de base pour être capable de communiquer. La Coalition SIDA des sourds du Québec là, offre des activités pour diminuer l'isolement, de la référence, d'informer les personnes sourdes pour qu'ils se sentent, là, qu'ils augmentent leur estime de soi et qu'ils se sentent moins seuls. Puis aussi, là, l'organisme donne des sensibilisations, puis de l'information par rapport à toutes les différentes maladies qui reviennent et qui sont toujours présentes. Pour permettre la participation à des événements avec les entendants, bon, c'est sûr qu'il faut là, créer une ouverture d'esprit, une communication, puis ça va permettre une accessibilité pour les personnes sourdes de se sentir bienvenues puis qu'on nous comprend. Les personnes entendantes de la communauté LGBTQ, il faut qu'ils apprennent quelle est la culture sourde, la langue, puis il faut qu'il y ait un petit intérêt pour permettre aux personnes sourdes de s'intégrer puis de communiquer. Parce que sinon, on se retrouve souvent le petit groupe de sourds ensemble, puis on veut y aller, puis on fait face à des obstacles parce qu'il n'y a pas d'interprète. Ça devient à chaque fois des défis pour nous. Puis c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont certainement des talents cachés, qu'on puisse là, démontrer que les personnes sourdes sont capables, puis qu'on peut être inclusif avec eux, égalitaire, puis de permettre une accessibilité là, aux personnes sourdes.